l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 2 ans, le 22 février 2022, Vladimir Poutine lançait une opération militaire d'envergure destinée à envahir l'Ukraine, une attaque qui s'inscrit dans un contexte de guerre débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée. À quel stade en est-on aujourd'hui ? Quelle est la situation pour les chrétiens et quel motif d'espoir pour une résolution du conflit ? L'invité de ce matin est Antoine Arjakovski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, co-directeur du département politique et religion du Collège des Bernardins et vous avez écrit récemment l'essai « Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe en Ukraine et contre la démocratie » publié aux éditions Desclés de Brouwer. Première question, Antoine Arjakovski, qu'est-ce que vous retenez de ce conflit 2 ans après l'invasion russe de février 2022 ? Alors, vous avez bien précisé tout à l'heure que, oui, il y a 2 ans, ce qui s'est passé le 22 février, c'était l'annexion des régions du Donbass, de Lugansk et de Donetsk. Et ça avait été effectivement déclenché à une date symbolique pour les Russes qui sont férus de numérologie. Il y a une sorte de nouvelle religion, de superstition. 22 février 2022, il n'y a que des 2. Et c'est la même chose pour le 8 août 2008. Il y avait eu l'agression de la Géorgie. Voilà, c'est une nouvelle religion. Et en réalité, nous savons bien que cette annexion de la région de Donetsk et de Lugansk n'était que dans la continuation de l'annexion de la Crimée qui avait eu lieu en 2014. Donc, une fois qu'on a bien rappelé ça, on comprend que les Russes ne sont pas parvenus, au bout du compte, à mettre en application leurs déclarations de dénazification, etc. Personne n'a adhéré à ça. Tout le monde sait bien que c'est une mythologie qui a beau avoir été répétée encore récemment par Vladimir Poutine dans une interview à Tucker Carlson, un journaliste proche de Donald Trump. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les combats aujourd'hui se focalisent autour de Avdiivka, qui est un village qui n'est qu'à 15 km de Donetsk. Ça veut dire, en réalité, les Russes montrent qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont non seulement incapables de prendre des villes comme Kiev, comme ils voulaient le faire en 2022, mais qui sont à la peine autour d'un village situé à peine à 15 km de Donetsk. Donc voilà, avec la distance, on se rend compte que les Russes ont échoué, que les Ukrainiens ont réussi à résister à une armée sur le papier 20 fois plus puissante et à un pays sur le papier plus de 3 fois plus nombreux. Simplement, ils l'ont fait au prix de leur sang et vraiment d'une fatigue. Moi, j'ai rencontré récemment des amis ukrainiens de l'Université catholique d'Ukraine à Munich et je vois qu'ils sont épuisés. Il faut bien se rendre compte que c'est un pays de 40 millions d'habitants qui, tous les jours, entend des sirènes les avertissant d'éventuels bombardements et dont le téléphone portable est allumé en permanence, y compris la nuit, et sans arrêt donne des informations sur la prochaine attaque de drone. Donc c'est épuisant psychologiquement, et je ne parle même pas des dizaines de milliers de morts et des villes détruites. Donc voilà, d'un côté, c'est un échec total. La Russie a perdu, d'après les Ukrainiens, plus de 400 000 personnes. Imaginez, c'est les chiffres du ministère de la Défense qui disent que des 400 000 morts et hors de combat. Donc c'est gigantesque. Et en plus, ils ont perdu toute leur crédibilité internationale, parce que quand on dit que le Sud global soutient la Russie, c'est faux. Ils sont neutres. Et en plus, la réalité même de Sud global, je la conteste, parce qu'est-ce qu'on peut vraiment dire que déjà géographiquement, la Chine, elle n'est pas au sud, elle est au nord. Mais surtout, la vérité, c'est qu'il y a 6 pays simplement qui soutiennent la Russie dans ses votes aux Nations Unies et qui sont tous des rock states, de la Syrie au Biélarus. C'est des pays qui n'ont pas la véritable réputation. Donc voilà, c'est un échec surtout à tous les niveaux pour la Russie, mais un échec dramatique qui a fait des dizaines de millions de personnes qui souffrent de cette guerre. Parce que la guerre
malgré tout, continue et existe en Ukraine. Lors d'une conférence organisée le 14 février par la Fondation de l'aide à l'Église en détresse, l'archevêque majeur de l'Église gréco-catholique ukrainienne, Sviatoslav Shevchuk, a fait part de son inquiétude de voir l'Ukraine devenir une guerre oubliée. Est-ce qu'on en prend le chemin? Non, je ne crois pas qu'on en prenne le chemin parce que cette guerre, en fait, elle concerne de plus en plus toute l'Europe, tout le monde libre, tout le monde Pas que l'Ukraine, démocratique. oui. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des menaces quotidiennes. En France, par exemple, les hôpitaux, les administrations régionales sont attaquées par des attaques Cyberattaqué, oui. cyber. Il y a des cyberattaques qui coûtent chaque année à la France plus de 2 milliards d'euros. Il y a des chefs de gouvernement européens comme Kaja Kallas, qui est quand même la première ministre estonienne, qui font l'objet un appel international pour son arrestation de la part du gouvernement russe. Ça veut dire, si aujourd'hui ils sont capables de faire ce genre de choses, imaginons demain ce qu'ils pourraient faire s'ils l'emportaient en Ukraine. Donc, je ne crois pas du tout que les Occidentaux vont mettre ça sous le tapis. Je crois au contraire qu'il y a une prise de conscience, mais qui n'est pas suffisamment rapide pour le coup, que c'est tout l'Occident qui est attaqué. On voit bien l'utilisation des migrants en Finlande, par exemple, pour mettre la pression sur tout l'espace Schengen. On ne peut pas mettre ça sous le tapis, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que la période actuelle est très importante. Le fait qu'il y ait cette rencontre de Munich, la Hmm. conférence de sécurité On de y Munich, reviendra le un peu fait qu'il y ait des après, oui. rencontres entre les chefs de gouvernement français, allemands, ukrainiens, tout ça participe à une prise de conscience que la défense de l'Ukraine est la défense de toute l'Europe et de tout le monde libre. On peut rappeler que cette guerre est aussi une guerre entre deux pays chrétiens et on a vu que les responsables des églises n'ont pas pu, n'ont pas su contribuer à la paix pour l'instant. Est-ce que cet aspect est amené à évoluer, notamment du point de vue de Moscou? Du point de vue de Moscou, je ne crois pas. Malheureusement, l'Église russe orthodoxe est rentrée dans un cycle de radicalisation de plus en plus fort. C'est-à-dire que moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je dénonce le fondamentalisme d'une Église orthodoxe qui a perdu tous ses repères et qui en est venue à bénir une guerre d'agression en Ukraine, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Église orthodoxe. Il y a une théorie de la guerre juste en cas en cas d'attaque et donc Hmm. de légitime défense. Mais il n'y a pas du tout dans la doctrine sociale des églises orthodoxes de légitimation d'une guerre d'agression et c'est ce que fait aujourd'hui la Russie. Donc malheureusement, l'église russe est en train de perdre tout contact. Non seulement avec la réalité, mais avec sa propre tradition. Et ça, c'est une vraie question qui doit être posée aux autres églises. Et le malheur, c'est que les autres églises, ça s'est vu en 2022 à l'Assemblée du Conseil écuménique des églises à Karlsruhe, n'ont pas été en mesure de dire stop, Oui. non, chers amis chrétiens orthodoxes, vous devez vous désolidariser du patriarcat de Moscou. Et ce qu'ils ont fait au contraire, ils ont réélu des membres du patriarcat de Moscou dans les organes exécutifs du Conseil écuménique des églises. Donc ça montre bien il y a un problème qui doit être traité. La seule église pour le moment qui ait publié un texte intéressant et courageux, c'est l'église d'Angleterre, donc l'église anglicane, qui condamne très clairement l'agression russe en Ukraine. Mais et bien entendu qu'en France, l'église catholique à mon avis, été assez prophétique avec une visite assez rapide de monseigneur Éric de Moulin-Beaufort en Ukraine dès 2022 pour montrer le soutien des chrétiens de France à l'égard non seulement des chrétiens catholiques, mais aussi des chrétiens orthodoxes, de tous les citoyens ukrainiens. Mais ça ne s'est pas encore traduit par des déclarations communes, écuméniques, qui permettraient d'isoler d'un côté le patriarcat de Moscou, en disant voilà, là, on a un problème avec le patriarcat de Moscou, mais qui permettrait par ailleurs de mettre en place une stratégie, disons, gagnante, une stratégie positive de déradicalisation et de formation des personnes qui ont été marquées par des décennies de propagande
russe, y compris dans l'Église orthodoxe, Hmm. qui défend une sorte de fatalisme qui n'a rien de chrétien, si vous voulez. En- Les Russes orthodoxes disent c'est l'Occident qui nous en veut, c'est c'est l'OTAN qui nous en veut, et donc nous devons attaquer les premiers. Ils pensent que c'est eux qui sont agressés. Donc voilà, ils sont la tête à l'envers, quoi. et vous qui connaissez la réalité quand même du terrain et de la guerre en Ukraine, comment les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes, vivent leur foi aujourd'hui en Ukraine? Écoutez, moi, je suis extrêmement impressionné. Vraiment, on ne peut que tirer son chapeau très bas parce que les chefs des églises, je pense en particulier à Monseigneur Shevchuk, que vous avez mentionné tout à l'heure, le Hmm. chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, mais aussi de Monseigneur Epiphanie, qui est le chef de l'église orthodoxe d'Ukraine, qui est à la tête d'une église de plus de 20 millions de fidèles. C'est la deuxième église orthodoxe dans le monde. Mais bon, tous les chrétiens protestants et la communauté juive, musulmane, tous sont dans une attitude de prière, une attitude de solidarité avec l'État, avec la nation tout entière, et une attitude de ne pas accepter que la colère monte dans les cœurs. Ça, c'est un message qui est souvent répété par Monseigneur Shevchuk, qui me marque beaucoup, parce que quand on voit chaque jour des bombardements où on voit des maternités bombardées, où on voit de la population civile bombardée, dire à la population ne faites pas monter en vous la colère, c'est fort. Et ils y parviennent, sauf que là, je les vois là depuis plus de 10 ans. Ces derniers mois, je sens vraiment une baisse de morale très forte parce qu'ils se sentent un peu abandonnés. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il y a un besoin de solidarité de la part des chrétiens occidentaux. Là, récemment, on a eu une conférence à Munich pour préparer la conférence de sécurité de Munich avec des universités catholiques d'Ukraine, de Notre-Dame aux États-Unis. Moi, j'y étais pour le Collège des Bernardins. Il y avait l'Université catholique de Croatie. Et on a abouti à un document commun qui me paraît important parce que Sur la on n'est dimension pas éthique de la simplement dans sécurité? absolument la dimension éthique de la sécurité. Ça veut dire euh, cessons en Occident de considérer que le problème, il est uniquement du côté russe. Il est aussi de notre côté. Nous avons une sorte de diplomatie postmoderne qui sépare un peu les mots avec les faits et qui n'ose plus parler de vérité, n'ose plus parler d'éthique. On parle plus de sciences morales et politiques, on parle plus que de sciences politiques, alors que la science politique efficace, la vraie science politique réaliste, elle est fondée sur des principes. Et c'est ce qu'a répété cette déclaration de Munich, qui a été adoptée par tous les participants au Congrès, disant que aucune architecture de sécurité n'est viable à moins qu'elle ne repose sur une infrastructure éthique solide adoptée par une culture publique résiliente, moralement saine et axée sur la justice. Et donc, au nom de cette politique éthique que portent les chrétiens, et notamment l'Église catholique, qui a une doctrine sociale extrêmement développée de ce point de vue-là, il faut soutenir les projets de paix juste défendus par la diplomatie ukrainienne, et il faut défendre ça a été déclaré aussi par l'ensemble des participants au Congrès, l'intégration rapide de l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que ça n'est que Hmm. par cette intégration rapide qu'on parviendra à proposer une véritable architecture de sécurité qui mette à distance l'attitude d'agressivité du président Poutine, qui ne peut nous faire rappeler que l'attitude du chancelier Hitler dans les années 30. Merci Antoine Arjakovski d'avoir pris un peu de temps pour nous éclairer sur la guerre en Ukraine. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien et co-directeur du département politique et religion au Collège des Bernardins. Merci beaucoup, bonne journée.